Au 8e siècle, au Moyen-Orient, une nouvelle dynastie s'empare du contrôle de l'un des plus grands empires du monde, le califat islamique. Bien qu'on ne se souvienne plus beaucoup d'eux en Occident aujourd'hui, les Abbassides ont régné pendant 5 siècles. Ils ont dirigé une ère de domination militaire islamique, de construction de villes, d'érudition brillante et d'innovation technologique. Cette période est aujourd'hui considérée comme l'âge d'or de l'islam. Voici l'histoire du califat abbasside. « 632 après Jésus-Christ. Dans la ville arabe de Médine, le corps du prophète Mahomet gît mort. Ses disciples, professant la nouvelle religion de l'islam, déferlent sur la péninsule arabique, l'unifiant sous le règne d'Abou Bakr, le premier calife, le lieutenant de Dieu sur terre. Ils font alors irruption sur la scène mondiale, s'attaquant aux 2 superpuissances du Moyen-Orient, l'Empire romain d'Orient et l'Empire sassanide. Tous deux sont vulnérables après des décennies de guerre, et les musulmans mènent une campagne éblouissante, remportant victoire après victoire. En 651, ils ont envahi les 2 tiers de l'Empire romain d'Orient et presque tout l'Empire sassanide. Mais en 656, le 3e calife, Othman, est assassiné, déclenchant la première guerre civile musulmane, ou fitna. Ali, cousin et gendre du prophète Mahomet, a le soutien du peuple. Mais il est opposé par le gouverneur de Syrie, le parent d'Othman, Mouawiya. 5 années de carnage culminent avec l'assassinat d'Ali à Koufa. Mouawiya sort triomphant et établit un nouveau califat Omeyyade. De nouvelles conquêtes contribuent à forger l'un des plus grands empires de l'histoire, mais il est déchiré par une nouvelle guerre civile. Un défi vient de Al-Hussein, fils d'Ali, petit-fils du prophète Mahomet. Il s'oppose à la succession du fils de Mouawiya, Yazid. Mais en 680, lui et ses partisans sont vaincus et tués à la bataille de Kerbala. Les partisans d'Ali et ses descendants deviendront plus tard les chiites. Ils commémoreront toujours la mort d'Al-Hussein, chaque année, le jour de l'Achoura. Le vaste califat omeyyade continue de s'étendre. Mais de graves divisions internes sont présentes. Une grande partie de ce que nous savons du califat omeyyade provient de sources ultérieures, souvent hostiles. Mais il semble clair que la petite élite arabe musulmane qui dominait ce grand empire était de plus en plus impopulaire auprès de ses sujets, y compris certains de ceux qui furent plus tard qualifiés de dhimmi. Il s'agissait de non-musulmans, notamment de chrétiens, de juifs et de zoroastriens, qui étaient traités comme une sous-classe et contraints de payer des impôts supplémentaires. Même ceux qui se convertissaient à l'islam, connus sous le nom de Mawali, étaient souvent traités comme des sujets de seconde classe. Des décennies de mécontentement étaient sur le point de déborder. Le symbole de l'autorité des Omeyyades était leur bannière blanche. Mais en 747, un nouveau symbole surgit pour défier leur règne. Les bannières noires des Abbassides. Les Abbassides étaient une famille arabe, descendante de l'oncle du prophète Mahomet, Al-Abbas, dont ils tirent leur nom. Eux et leurs partisans croyaient que ce lien de sang avec le prophète leur donnait un droit légitime au titre de calife. Bien plus que les Omeyyades, que les Abbassides décriveront plus tard comme décadents et méprisés.
Les Abbassides promettent un retour au véritable islam, des enseignements et un mode de vie exemplaire, et envoient des missionnaires et des agents à travers le califat pour diffuser leur message. En 747, alors que le califat est à nouveau ravagé par la révolte et les guerres civiles, les Abbassides vont saisir leur chance. Dans l'est du Khorasan, un général nommé Abu Muslim, probablement un converti persan, lance une révolte et prend comme symbole la bannière noire des Hachémites. Les Hachémites, descendants de Hachim, sont la famille élargie du prophète, les Abbassides étant parmi eux les plus importants. Cette région frontalière, qui comprend aujourd'hui le nord-est de l'Iran et des parties du Turkménistan et de l'Afghanistan, est particulièrement propice à la rébellion. Ici, Arabes et non-Arabes convertis vivent côte à côte, se marient entre eux et se battent côte à côte pour défendre la frontière. Pour beaucoup, les Omeyyades sont des seigneurs distants et impopulaires. De plus, l'opposition est alimentée depuis des décennies par des agents et des missionnaires hachémites qui cherchent à renverser les Omeyyades et à les remplacer par l'un des leurs. Ils ont semé les graines de la révolution. Ainsi, lorsqu'Abu Muslim commence sa révolte, il attire rapidement des partisans, arabes, perses et asiatiques centraux, dont beaucoup sont des guerriers expérimentés. Il se révèle être un commandant brillant, remportant une série de victoires sur les forces omeyyades et occupant Koufa, capitale de l'Irak, en 749. Les Abbassides prennent alors la tête de cette révolution. Et l'année suivante, leurs forces rencontrent l'armée du calife omeyyade, Marwan II, à la rivière Zab. La plupart de ce que nous savons de la bataille qui s'ensuivit provient de sources abbassides. Le calife Marwan semble avoir été un commandant courageux, mais téméraire, lançant une charge de cavalerie frontale contre la ligne abbasside. Les historiens abbassides racontent comment leurs propres troupes, inspirées par les victoires récentes, tinrent bon. Leurs murs de lance repoussèrent la cavalerie. L'attaque se termina en désastre. Le moral des Omeyyades était brisé, leur armée en déroute. Marwan parvint à fuir la bataille, mais est poursuivi et tué en Égypte. D'autres Omeyyades sont également traqués et exterminés. Même les tombes sont profanées. L'un des membres survivants de la dynastie, Abd al-Rahman, s'enfuit en Espagne. Quelques années plus tard, il fonde l'émirat de Cordoue, une deuxième dynastie omeyyade qui prospéra en Ibérie pendant des siècles. Entre-temps, Aboul Abbas as-Saffah devient le premier calife abbasside, même s'il faudra plus d'une décennie aux Abbassides pour consolider leur emprise sur le pouvoir. As-Saffah déplace la résidence du calife de Harran à Koufa, plus près de la base du pouvoir abbasside en Perse. En 751, il envoie une armée pour freiner l'expansion vers l'ouest de la dynastie chinoise des Tang. La campagne culmine avec une victoire sanglante à la bataille de Talas, mais marque également la limite de l'expansion du califat vers l'est. Beaucoup de ceux qui ont contribué au renversement des Omeyyades avaient souhaité la fin du règne héréditaire et le retour à des califes élus au sein d'un groupe d'élite. Ils vont cependant être déçus. En 754, As-Saffah est remplacé par son frère, Al-Mansour. Les Abbassides seront la nouvelle dynastie dirigeante et Al-Mansour s'avérera l'un de ses plus grands califes. Mais son règne commence de manière peu propice, avec l'exécution du brillant et populaire général Abu Muslim, désormais considéré comme un rival potentiel dangereux. Al-Mansour fait face à la rébellion des Alides, un puissant clan descendant du gendre du prophète Ali.
Ils sont mécontents du pouvoir dynastique croissant des Abbassides et revendiquent leur propre pouvoir. Al-Mansour écrase la dernière grande révolte des Alides en 762, inaugurant une ère de stabilité, de prospérité et de paix. Cette année-là, il ordonne la construction d'une nouvelle capitale sur les rives du Tigre. Officiellement, elle sera connue sous le nom de Médina as-Salam, la cité de la paix. Elle s'avérera être son plus grand héritage, une ville qui deviendra l'une des gloires du monde médiéval, Bagdad. Sous le règne du petit-fils d'Al-Mansour, Haroun ar-Rachid, le califat prospère comme jamais auparavant, avec Bagdad en son cœur. De nombreuses légendes entourent le calife Haroun ar-Rachid, le bien guidé. Il est, après tout, un personnage central des Mille et une nuits, le chef-d'œuvre de la littérature arabe. L'image d'Ar-Rachid qui nous parvient de ses sources est celle d'un souverain pieux, sage et bienfaisant, qui priait 100 fois par jour et donnait chaque matin 1000 dirhams à de bonnes causes. La légende raconte qu'Ar-Rachid errait dans les rues de Bagdad, déguisé en mendiant, pour voir comment vivaient ses sujets. C'était un brillant cavalier, mécène des arts et un joueur d'échecs passionné. Sa cour était un lieu où la religion et la philosophie pouvaient être discutées et débattues ouvertement, parfois même par une femme. Au califat, comme dans le reste du monde médiéval, peu de femmes avaient un statut élevé à part entière. Mais en tant que mère, épouse et concubine, elles pouvaient exercer une énorme influence. Al-Kayzuran, autrefois esclave yémite, est passée du statut de concubine à celui d'épouse du calife et a exercé un pouvoir considérable pendant le règne de son mari, le calife Al-Mahdi, et celui de son fils, le calife Ar-Rachid. Célèbre pour son intelligence et son érudition, elle a tenu des discussions sur la politique et la stratégie militaire, a reçu des ambassadeurs étrangers et est intervenue sur des questions de justice. Elle a dépensé une grande partie de son immense richesse en travaux publics et en œuvres de charité. Beaucoup la comparaient à une co-dirigeante, ou même au vrai calife. Le succès du règne d'Ar-Rachid a été soutenu par un gouvernement et une administration efficaces. La plupart de ces structures s'inspiraient de celles de leurs prédécesseurs, les Sassanides, et ils faisaient largement appel à des bureaucrates persans et d'Asie centrale. La famille Barmécide est particulièrement remarquable. Les Barmécides descendaient de grands prêtres du temple bouddhiste de Newbar, près de Balkh, dans l'Afghanistan moderne. En tant qu'alliés des premiers Abbassides, ils jouèrent un rôle important au sein du gouvernement, contribuant à favoriser une ère de gouvernance islamique imprégnée d'éléments de la culture persane sassanide. Ils servirent les Abbassides pendant 3 générations. Mais les jeux de pouvoir à la cour pouvaient être dangereux et imprévisibles. En 803, Ar-Rachid décida que les Barmécides étaient devenus un peu trop puissants. La famille connut une chute soudaine et dramatique de la faveur royale, et nombre de ses membres furent emprisonnés ou exécutés. Leur disparition mit fin au contrôle des Barmécides sur le poste de vizir, un poste récemment apparu à la cour, en tant que conseiller principal et ministre en chef du calife. C'était un rôle d'une importance considérable. Certains vizirs exerçaient plus tard un pouvoir si important qu'ils éclipsaient le calife lui-même. La renommée de la cour d'Ar-Rachid se répandit dans le monde entier. Charlemagne, roi des Francs, empereur des Romains et le souverain le plus puissant d'Europe,
envoya plusieurs ambassades à Bagdad. En retour, Ar-Rachid lui envoya des cadeaux éblouissants, notamment du parfum, des échiquiers en ivoire, une merveilleuse horloge à eau et même un éléphant nommé Aboul Abbas, qui vécut plusieurs années à la cour de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. La vie culturelle du califat, et de Bagdad en particulier, était remarquablement cosmopolite. La cour abbasside célébrait même des fêtes persanes, telles que Nowruz, le Nouvel An persan. Une telle ouverture d'esprit a aidé le califat à prospérer en tant que centre de culture, de sciences, d'art et de médecine. Le centre d'apprentissage était la célèbre bibliothèque de la ville, Belt-i-Hikma, la maison de la sagesse, bien que l'on ne sache que peu de choses sur sa fonction aujourd'hui. Ici et dans tout le califat, les érudits ont traduit des œuvres classiques du grec, du moyen perse et du sanskrit en arabe. Leurs efforts ont assuré la survie d'innombrables œuvres qui auraient autrement été perdues, y compris celles de grandes figures comme Aristote et Galien. Ils ont également fait nombre de leurs propres découvertes originales, des connaissances qui allaient être très recherchées par l'Occident médiéval. Les érudits de Bagdad étaient des maîtres dans de nombreux domaines. Al-Kindi, connu comme le philosophe des Arabes, était un polymathe célèbre qui a écrit sur la logique, la psychologie, l'astronomie, l'astrologie et bien d'autres sujets. La contribution d'Al-Khwarizmi aux mathématiques lui a valu d'être surnommé le père de l'algèbre. La version latine de son nom, Algorithmus, est à l'origine du mot algorithme. Le savant chrétien Hunayn ibn Ishaq fut surnommé le cheikh des traducteurs pour son rôle dans la traduction de textes anciens en arabe. La culture matérielle a également prospéré sous les Abbassides, avec l'introduction de la poterie émaillée au IXe siècle, ouvrant de nouvelles possibilités artistiques. De nombreuses pièces colorées, décorées d'animaux et de lettres koufiques, ont été découvertes dans l'ancien califat de cette période. Le califat abbasside a également bénéficié de sa position à cheval sur les routes de la soie, nom de l'ancien réseau de routes commerciales reliant l'Europe à l'Asie. Des importations précieuses voyageaient le long de cette route, comme la soie, les épices, l'ivoire, les pierres précieuses et même les chevaux pur sang. Pour encourager ce commerce, les Abbassides ont construit de nouvelles routes, ainsi que des auberges, des hospices et des puits pour le confort des voyageurs. Les nouvelles idées et technologies ont également circulé le long des routes de la soie. Les techniques chinoises de fabrication du papier ont atteint le monde musulman sous les Omeyyades. Mais c'est sous les Abbassides que la production de papier a vraiment pris son essor. Beaucoup moins cher que le parchemin ou le papyrus, le papier abondant a transformé la pratique de l'administration et de la fabrication de livres et a aidé l'islam médiéval à devenir l'une des cultures les plus livresques de l'histoire du monde. Au 7e siècle, les premières conquêtes arabes ont repoussé la frontière de l'Empire romain d'Orient jusqu'au mont Taurus. Depuis lors, le califat et l'empire étaient dans un état de guerre presque perpétuel, avec des raids fréquents des deux côtés à travers la frontière syrienne. Les Arabes ont même assiégé Constantinople à 2 reprises, mais n'ont pas réussi à prendre la grande ville. En 782, Ar-Rachid lui-même avait conduit une force abbasside jusqu'aux rivières du Bosphore. En 804, l'Empire romain d'Orient payait un tribut annuel au califat. Lorsque l'empereur Nicéphore cessa de payer, une armée abbasside traversa les monts Taurus et prit son armée par surprise à Crassos. Les Romains subirent une lourde défaite
l'empereur lui-même fut chanceux de s'en sortir vivant. Le cycle des raids et des contre-raids continua pendant des années. Ar-Rachid déplaçait même la capitale abbasside à Raqqa pour se rapprocher de la frontière. Mais cette fixation sur son rival à l'ouest a peut-être aveuglé le calife au trouble à l'est. En 809, la nouvelle d'une révolte au Khorasan arriva. C'est alors qu'il se rendait vers l'est pour faire face à cette rébellion que le calife Haroun ar-Rachid tomba malade et mourut. Son règne de 22 ans allait être considéré comme un âge d'or pour le califat abbasside. Une période de prospérité, de stabilité, de réussite intellectuelle et culturelle. Mais les efforts d'ar-Rachid pour assurer une succession pacifique étaient sur le point de se retourner contre lui de manière désastreuse et replongea le califat dans la guerre civile. Le califat abbasside a connu une forte période de prospérité sous le calife Haroun ar-Rachid. Et afin d'assurer la continuité de ce succès, il prépara sa succession d'une manière à maintenir la stabilité et la paix. Son fils Muhammad devait être son héritier, mais dans une démarche courante depuis l'époque des Omeyyades, il nomma également un autre fils, Abdallah, comme héritier de Muhammad. Cela s'avéra être une recette pour un désastre. En 809, à Bagdad, Muhammad succéda à son père comme calife, prenant le titre d'Al-Anim, le digne de confiance. Son demi-frère Abdallah devint gouverneur du Khorasan, avec le titre d'Al-Mamoun, le fiable. Des factions rivales se formèrent bientôt dans les deux cours. À Bagdad, les conseillers d'Al-Amin l'exhortèrent à écarter son frère de la succession. Et à peine un an après le début de son règne, il rompit l'accord conclu par son père. Al-Mamoun était furieux. La méfiance fraternelle explosa bientôt en guerre civile. Les forces Khorasan d'Al-Mamoun remportèrent une grande victoire contre une force bien plus nombreuse à Rai et assiégèrent Bagdad en 812. Après un siège sanglant d'1 an, la ville tomba. Le calife Al-Amin fut capturé alors qu'il tentait de fuir et est exécuté. Au départ, Al-Mamoun dirigeait le califat depuis son ancienne base de Merv. Ici, dans un effort pour élargir son soutien après la guerre civile, il noua une nouvelle alliance avec les Alides. Cette puissante famille descendait d'Ali, 4e calife et gendre du prophète Mahomet. Ils deviendront plus tard les dirigeants de l'islam chiite, la branche de l'islam qui considère que la véritable autorité spirituelle appartient aux descendants d'Ali. Au lieu du noir traditionnel des Abbassides, la cour d'Al-Mamoun commença à porter du vert, une couleur associée aux Alides. Al-Mamoun maria même 2 de ses filles à la famille des Alides et fit de l'imam Ali ar-Rida son héritier apparent. Mais ces politiques déclenchèrent une réaction hostile en Irak et déclenchèrent des révoltes majeures à Bagdad. Au bout de 6 ans, le calife y déplaça la capitale pour établir l'ordre et abandonna son alliance avec les Alides. Al-Mamoun est également connu pour ses tentatives d'imposer une nouvelle doctrine religieuse au califat. Il invita d'abord des érudits éminents à Bagdad pour discuter de questions théologiques, telles que les actes des compagnons du prophète, les hadiths et la nature du Coran. Cependant, sa déclaration selon laquelle le Coran avait été à un moment donné créé par Dieu plutôt que coéternel avec Dieu rencontra une résistance acharnée. 18 années de persécution religieuse suivirent, une période connue sous le nom de Mihna ou Inquisition, au cours de laquelle les érudits dissidents
furent emprisonnés, voire exécutés. En 833, Al-Mamoun fut remplacé par son frère, qui prit le titre d'Al-Mutazim. Il se révéla bien moins intéressé par le débat théologique que par le fracas des armes. Les armées du califat abbasside, réputées pour leur prouesse, étaient composées de soldats arabes et non arabes. Les Kholassaniens, soldats de la province frontalière du Khorasan, étaient les troupes qui avaient contribué à propulser les Abbassides au pouvoir pendant la troisième fitna, ou guerre civile islamique. S'inspirant des traditions guerrières perses et des steppes, leur rang comprenait à la fois de l'infanterie et de la cavalerie lourde, semblable aux chevaliers européens. Les descendants des Kholassaniens qui s'étaient installés près de Bagdad étaient connus sous le nom d'Abna al-Khorasan, fils du peuple de Khorasan. Célèbres comme fantassins d'élite et polyvalents, ils formaient le noyau loyal de l'armée du calife. Parmi les autres contingents notables figuraient les Daylamites, des tirailleurs experts des montagnes du nord de la Perse. Et des troupes africaines, dont des esclaves militaires et des musulmans convertis d'Éthiopie. Ils combattaient comme une infanterie lourde, armée de boucliers, d'épées et de lances. Le grand calife Haroun ar-Rachid était connu pour avoir une garde du corps d'élite de 40 soldats africains. Les armées abbassides étaient particulièrement douées pour la guerre de siège et faisaient un usage expert des catapultes, des mangonneaux et des béliers. Ils disposaient même de troupes spécialisées, armées d'armes à feu au naphta ou à base de pétrole. Aucune illustration contemporaine n'est connue, mais on pense qu'elles étaient similaires à cette illustration byzantine, légèrement plus tardive. Le IXe siècle, cependant, allait connaître des changements si radicaux que certains historiens l'ont qualifié de révolution militaire. Pendant la guerre civile entre les fils d'Ar-Rachid, Al-Mutazim avait commencé à élargir sa suite militaire en achetant des soldats esclaves turcs. Son fournisseur préféré était la famille samanide, gouverneur de Transoxiane. Ces soldats esclaves étaient capturés dans leur village alors qu'ils étaient encore enfants, ou achetés à des marchés aux esclaves, puis envoyés pour une formation militaire intensive, en plus d'une éducation islamique. Ils se sont révélés être de redoutables cavaliers et de superbes archers montés. Al-Jahis, un contemporain, a écrit à leur sujet avec crainte. Les Turcs sont aussi bons que les autres avec la lance. Et de plus, si 1 millier de leurs cavaliers sont sous pression, ils décocheront toutes leurs flèches en une seule volée et abattront 1 millier de cavaliers ennemis. Aucun groupe d'hommes ne peut résister à une telle épreuve. Les historiens se disputent sur la chronologie exacte, mais à un moment donné, au IXe siècle, ces soldats esclaves turcs, connus sous le nom de Mamelouks, formèrent un corps d'élite au sein de l'armée abbasside. Un corps qui était personnellement loyal au calife et pouvait être utilisé pour intimider ses rivaux politiques. Les officiers turcs, malgré leur état initial d'étrangers et leur ignorance de la langue et des coutumes arabes, commencèrent à exercer une énorme influence à la cour du calife. Cela offensa la vieille noblesse, dont beaucoup cessèrent également de recevoir les paiements traditionnels du diwan pour leur service militaire. Le mécontentement poussa même certains soldats à se révolter dans les rues de Bagdad. Pour apaiser les tensions,
Al-Mu'tasim construisit une nouvelle ville pour l'élite militaire turque, Samarra. C'est là qu'il installa une garnison pour les Turcs et récompensa leur commandement avec des terres. Et c'est là qu'en 848 commencèrent les travaux de la plus grande mosquée du monde et de son célèbre minaret en spirale. Le recours d'Al-Mu'tasim aux soldats esclaves pour consolider son pouvoir avait détruit des siècles de traditions militaires et sema les graines des troubles à venir. 2 ans plus tard, le calife mena sa formidable nouvelle armée contre le vieil ennemi, l'Empire romain d'Orient ou Empire byzantin. La campagne se termina par une grande victoire, la capture et le sac d'Amorium. Ô jour de la bataille d'Amorium, nos espoirs sont revenus de toi, débordant de lait sucré comme du miel, a écrit le poète arabe Abu Tamam. Mais même de telles victoires ne réussissent pas à apaiser la tension entre les officiers turcs et les nobles abbassides. Certains nobles complotèrent même pour renverser Al-Mu'tasim et expulser les Turcs. Mais leur conspiration fut découverte et ils furent exécutés. Al-Mu'tasim fut remplacé par son fils aîné, Al-Warsik. Après sa mort inattendue, un deuxième fils, Al-Mutawakkil, prit le trône, soutenu par les généraux turcs. Ces derniers espéraient une marionnette malléable, mais à leur surprise, Al-Mutawakkil décida qu'il était temps de réaffirmer l'autorité du calife. Sur ses ordres, plusieurs dirigeants turcs furent assassinés, et il tenta d'utiliser des troupes arabes et arméniennes pour contrebalancer leur influence. Mais les Turcs ripostèrent. En 861, le calife fut assassiné par ses propres gardes du corps. Le chaos et la guerre civile qui s'ensuivirent sont connus sous le nom de décennie de l'anarchie. 4 califes prirent le pouvoir, tous fantoches de l'élite militaire turque. Chacun fut, à son tour, renversé par la violence. L'ordre ne fut rétabli qu'avec l'ascension au pouvoir du calife Al-Mu'tamid en 870. Mais l'anarchie avait irrémédiablement porté atteinte à l'autorité du calife. Avant même l'arrivée au pouvoir des Abbassides, le vaste califat avait lutté pour maintenir le contrôle de ces nombreuses régions. L'autorité abbasside à l'ouest de l'Égypte était depuis longtemps largement théorique. Mais à présent, de multiples soulèvements majeurs éclatèrent, alors que les gouverneurs et les seigneurs de guerre locaux revendiquaient leur propre droit au pouvoir. L'Égypte, pays fertile et prospère, fut l'une des premières victimes, perdue aux Abbassides par un commandant turc rebelle qui fonda sa propre dynastie toulounide. Dans le sud de l'Irak, une révolte majeure éclata parmi les esclaves agricoles d'Afrique de l'Est, connus sous le nom de Zanj. Le soulèvement, qui dura 14 ans, dévasta la région et perturba gravement les revenus fiscaux des Abbassides et l'approvisionnement alimentaire de Bagdad. En Afghanistan, un chaudronnier nommé Yaqub as-Saffar connut une ascension fulgurante au pouvoir, fonda sa propre dynastie safaride et conquit une grande partie de l'est de la Perse. Son avance ne fut stoppée qu'à la bataille de Daïr al-Akour en 876. Dans ces temps troublés, les califes abbassides luttèrent pour imposer leur autorité. Mais il y eut quelques succès. Le calife Al-Mu'tadid orchestra une brève renaissance abbasside grâce à des campagnes militaires victorieuses et à une diplomatie astucieuse, notamment son mariage avec la fille du souverain toulounide d'Égypte. Elle était la célèbre Qutr al-Nada.
Son nom signifie « goutte de rosée ». Un érudit l'a décrite comme l'une des femmes les plus intelligentes et les plus loyales qui ait jamais vécu. Quand Al-Mu'tadid a dit à sa femme « Tu as bien fait pour toi en épousant le calife. De quoi pourrais-tu remercier Dieu de plus ?» Et elle a répondu « Tu as bien fait pour toi. Cela fait de mon père ton sujet. De quoi pourrais-tu remercier Dieu de plus ?» Sa réponse audacieuse était un signe de son caractère, ainsi que du nouvel équilibre délicat du pouvoir entre les califes abbassides et certains de leurs sujets les plus puissants. Sous le règne du fils d'Al-Mu'tadid, Al-Muqtafi, l'Égypte toulounide fut entièrement réabsorbée dans le califat abbasside. Mais ailleurs, les nouvelles étaient désastreuses. L'autorité abbasside s'est effondrée en Arabie, où un groupe chiite, les Karmates, a même commencé à attaquer les pèlerins en route vers la Mecque. En 930, ils ont volé la pierre noire, le Saint des Saints de la Kaaba. Un coup terrible pour le prestige abbasside. En Asie centrale, les Samanides perses ont créé leur propre empire et ont déclaré leur indépendance. C'était l'apogée de ce que l'on a appelé l'intermède persan, lorsque les dynasties perses autochtones ont de nouveau gouverné la Perse pendant un temps. De plus en plus, on disait que le calife abbasside régnait, mais ne gouvernait pas. Il était devenu un symbole sans pouvoir, souvent sous la coupe de son vizir. Dans les années 930, le calife avait perdu le contrôle de l'administration civile et du commandement de l'armée, qui a été transmis à un nouveau fonctionnaire, l'émir Al-Umara, le commandant des commandants. L'humiliation finale eut lieu en 945. Les Bouyides étaient des seigneurs de guerre chiites, originaires des montagnes d'Aylam, au nord-est de la Perse. Mais leur premier succès fut à Vars, avant qu'ils ne prennent le contrôle de la Perse et de l'Irak. Leur entrée triomphale à Bagdad fut une profonde humiliation pour les Abbassides sunnites. Ils conservèrent pourtant le titre de calife, mais ne furent que des figures de proue sous le commandement des Bouyides et des spectateurs de ces temps turbulents. 20 ans plus tard, une autre dynastie chiite, les Fatimides, envahit la côte nord-africaine, conquit l'Égypte et fonda le Caire, capitale de leur propre califat. Certains historiens qualifient cette période de siècle chiite, avec des dynasties chiites gouvernant des califats jumeaux et dominant une grande partie du monde musulman. Mais cela ne devait pas durer. Une nouvelle puissance sunnite dangereuse était sur le point d'émerger d'Asie centrale. Les Turcs seldjoukides. Les Turcs seldjoukides étaient des éleveurs nomades, originaires des steppes d'Asie centrale. Ils étaient de féroces guerriers qui devinrent les défenseurs de l'islam sunnite. À la fin du Xe siècle, peut-être en réponse à un changement climatique, ils se sont étendus au sud, dans le Khorassan. L'empire ghaznévide, successeur des Samanides, fut le premier à tomber. Les Turcs seldjoukides étaient inarrêtables. Ils déferlèrent vers l'ouest, à travers le plateau persan, prirent Bagdad et renversèrent les Bouyides, écrasèrent une armée byzantine à Manzikert et forgèrent le grand empire seldjoukide. Leur triomphe fut tempéré par l'arrivée des croisés européens, qui prirent Jérusalem en 1099 et créèrent une série d'États croisés.
Une secte chiite, entourée de légendes, a riposté aux Seldjoukides avec une précision mortelle. En 1092, Nizam al-Mulk, vizir de l'empire seldjoukide, a été tué par l'ordre des assassins, son escadron d'assassins déguisés en mystiques soufis. Les assassins, ou Hachachines, comme on les appelle en arabe, étaient un nouvel ordre militaire ismaélien, formé dans les montagnes du nord-ouest de la Perse. Face à des ennemis puissants, mais sans armée propre, ils se sont tournés vers le subterfuge et l'assassinat pour atteindre leurs objectifs. De nombreuses histoires fantaisistes sont racontées sur les assassins, mais l'ordre était réel et craint. Et responsable de nombreux meurtres politiques au cours des 2 siècles suivants. Sous les Seldjoukides, les califes abbassides continuèrent à régner en tant que chefs spirituels et figures de proue. Mais le XIIe siècle vit la fracture du grand empire seldjoukide. Une histoire familière de successions disputées et de gouverneurs locaux cherchant à prendre le pouvoir. Sentant la faiblesse, le calife abbasside Al-Muqtafi leva sa propre armée en 1136 pour réaffirmer l'indépendance abbasside pour la première fois depuis près de 2 siècles. Il prit le contrôle de Bagdad et en 1157 la défendit contre un siège seldjoukide. Après des générations de soumission étrangère, les Abbassides étaient réapparus comme une puissance indépendante. Cependant, tout allait bientôt s'effondrer. Au XIIIe siècle, une nouvelle force venue de l'Est s'abattit sur le monde islamique, dispersant des armées et détruisant toutes les villes qui ne se soumettaient pas. Les Mongols. Le premier à tomber fut l'empire khwarezmien, successeur des Seldjoukides, envahi par les hordes mongoles de Gengis Khan. En 1256, son petit-fils, Hulagu, était prêt à renouveler l'assaut. Mais il tourna d'abord son attention vers les assassins qui, selon la rumeur, complotaient pour sa mort. L'ordre fut dispersé et écrasé. 2 ans plus tard, Hulagu avança contre le califat abbasside. Alors que ses armées approchaient de Bagdad, il envoya un avertissement sévère au calife Al-Mustasim, exigeant la reddition de la ville. Malgré le fait que les Mongols détruisaient toutes les villes qui leur résistaient, Al-Mustasim décida que les murs de Bagdad pouvaient repousser les nomades des steppes. Il avait tort. Après que la moitié de la garnison de Bagdad ait été massacrée lors d'une sortie désastreuse, la ville capitula. Mais Hulagu n'était pas d'humeur à la pitié. Un chroniqueur contemporain décrit les horreurs qui suivirent. Les habitants de Bagdad furent passés au fil de l'épée et soumis à 40 jours de meurtres, de pillages et d'esclavage. Ils torturèrent les gens pour extorquer leurs richesses. Ils tuèrent hommes, femmes et enfants. Une grande partie de la ville, y compris la mosquée du calife, fut incendiée et la ville réduite en ruines. Les morts gisaient comme des monticules dans les rues et les marchés. Le nombre de morts est inconnu, mais il s'élève à plusieurs milliers. Selon certaines sources, seuls les chrétiens furent épargnés grâce à l'intercession de l'épouse chrétienne de Hulagu. Les bibliothèques de Bagdad furent détruites. Leurs livres et manuscrits, représentant des siècles d'érudition musulmane, furent jetés dans le Tigre, de sorte qu'ils aient été noircis d'encre.
Al-Mustasim fut contraint d'assister à cette terrible destruction. Ensuite, selon plusieurs sources, il fut roulé dans un tapis et piétiné à mort, car les Mongols craignaient de faire couler le sang royal. Le dernier calife de Bagdad était mort. Les Abbassides n'allaient plus jamais détenir un pouvoir politique significatif. Al-Mustasim ne fut pas le dernier calife abbasside. La lignée se poursuivra sous le sultan mamelouk, qui dirigeait alors l'Égypte. Mais ses successeurs au Caire n'étaient que des personnages cérémoniels, des chefs religieux avec peu de pouvoir. Le dernier calife, Al-Mutawakkil III, se rendit à l'Empire ottoman en 1517 et fut emmené comme prisonnier à Constantinople. Ce fut un destin humiliant pour une dynastie qui avait autrefois gouverné l'un des plus grands empires de l'histoire. Une dynastie qui avait dominé le Moyen-Orient. Elle avait affronté et vaincu les Byzantins à l'ouest et les Chinois à l'est. Elle avait supervisé un grand essor de l'érudition, de la culture, de la technologie et du commerce, et avait régné sur l'ère qui est restée dans les mémoires comme l'âge d'or de l'islam. Pendant les siècles à venir, les dirigeants islamiques ont affirmé leur légitimité en revendiquant leur descendance de cette dynastie imposante. Les Abbassides. Un grand merci à Osprey Publishing pour l'aimable autorisation d'utiliser plusieurs de leurs images dans cette vidéo. Dans la description de la vidéo, nous avons inclus des liens vers certains des titres qui couvrent l'histoire militaire du califat, avec des illustrations beaucoup plus brillantes. Merci également à notre conseiller historique pour la série, le professeur Antoine Borut de l'Université du Maryland. Vous pouvez en savoir plus sur les projets et les publications d'Antoine via la page web de son université en utilisant le lien dans la description de la vidéo.